Paris, dans le quartier de la Madeleine. Delphine, 40 ans, a un travail prenant. Alors elle ne s'accorde que 30 minutes pour manger, comme la majorité des Français qui prenaient pourtant 1h30 pour déjeuner il y a 20 ans. Bonjour. Pas question de s'installer dans une brasserie traditionnelle. Pour manger vite, l'endroit idéal, c'est la restauration rapide. Sur place. Aujourd'hui au menu, pour 9,10 €, marmite de cabillaud rôti avec écrasé de pommes de terre et petits légumes. C'est important, avoir la possibilité aujourd'hui de manger sainement et rapidement. C'est une chance. C'était pas forcément le cas il y a quelques années. Enfin, je vois pas pourquoi je m'en priverais en tout cas. 12h30, à quelques centaines de mètres de là. Ça te dirait pas qu'on essaie de se trouver un truc à manger? Edith et Ismaïn, 2 étudiants, prennent leur pause déjeuner. Et comme souvent, ils ont envie d'un hamburger. Niveau prix, franchement. Ouais, dans niveau prix. McDo quick. On fait la valeur sûre. Mais avec un budget d'à peine 10 € chacun, direction le fast-food. Aujourd'hui, offre spéciale étudiant, pour un burger acheté, le deuxième est à 1 €. S'il vous plaît. Comme deuxième burger à 1 €, vous voulez quoi? Alors, un long quiche. Coca et frites. Vous avez pris 2 burgers. Oui. C'est l'avantage justement des fast-food, c'est qu'on peut se faire plaisir pour vraiment pas cher. Servi en à peine 3 minutes, 2 hamburgers, 7 croquettes de poulet, 2 grandes frites et 3 boissons. Excellente journée, au revoir. Le tout pour moins de 20 € à deux. Au pays de la gastronomie, la restauration rapide, c'est le chouchou des Français. Quand elles mangent à l'extérieur, 7 personnes sur 10 ne se mettent plus à table dans des brasseries, mais préfèrent les fast-food, sandwicheries, kebabs et autres bars à pâtes. De la part de pizza à 2 € au plat chaud à 10 €, il y en a pour toutes les bourses. En moyenne, les Français dépensent 6,50 € dans ces enseignes qui sont 3 fois plus nombreuses qu'il y a 10 ans. Le marché de la restauration rapide a explosé alors que celui de la brasserie traditionnelle stagne. C'est quand même le seul marché de restauration aujourd'hui qui fait 8% de croissance. D'accord, c'est 24 000 emplois. Un secteur en plein boom qui assure aussi des marges confortables, 2 fois plus élevées que dans la restauration classique. Le concept est simple, ici pas de serveur, ça se passe au comptoir, et pas d'assiette en porcelaine, tout est jetable. Tous ces plats sont-ils bons pour la santé? Savons-nous vraiment ce qu'il y a dans nos sandwichs? Ça, si c'est de la vraie viande, moi je suis le papa. Enquête sur les dessous d'une restauration rapide en pleine expansion. Bon appétit. Du matin à Bordeaux. Il y a encore un mois, Guillaume travaillait dans les assurances. Aujourd'hui, c'est une toute autre vie qui commence pour ce jeune homme de 30 ans. Il réalise son rêve d'enfant, ouvrir sa propre enseigne de restauration rapide. Bonjour, Grégory. Ouais. Bon, l'entrée c'est derrière, donc on va y aller, on va mettre l'affiche. Il fait visiter à ses amis le local qu'il a trouvé il y a 3 mois. Et voilà le lieu, la salle qui sera agrandie. Les cloisons là vont sauter pour pouvoir tout pousser. Et donc le comptoir qui sera très certainement là, en L. Guillaume veut transformer cet ancien Tex-Mex en bar à pâtes fraîches. Beaucoup de travaux restent à faire pour accueillir ses futurs clients dans ses 50 mètres carrés. Et il ouvre dans 2 semaines. Grâce au tramway, des centaines de personnes croisent sa devanture toutes les 5 minutes. Et ce n'est pas tout, il est à côté de la rue Sainte-Catherine, la plus grande rue piétonne d'Europe. Un quartier commerçant où les enseignes de restauration rapide poussent comme des champignons. L'emplacement idéal qui ne lui a coûté que 33 000 €. Quand on fait de la vente à emporter, pas besoin d'investir dans un grand espace.
Guillaume a tout de même dû débourser 60 000 € au total dans cette affaire. Casse, fais-toi plaisir. S'il donne physiquement de sa personne, l'essentiel de son travail est ailleurs. Il veut ouvrir un bar à pâtes fraîches et va donc voir ce que fait la concurrence. Les pâtes à emporter, c'est le produit qui cartonne en ce moment. Il assure une bonne marge car les matières premières sont simples. De la farine de blé, des œufs et de l'eau. Guillaume, lui, compte proposer des pâtes fraîches et non des pâtes sèches comme le font certaines autres enseignes. C'est quoi des pâtes sèches? Les pâtes sèches sont les pâtes qu'on achète en paquet et qu'on fait bouillir en casserole. Je sais pas si Pour que le business reste rentable, pas question pour lui d'acheter ses pâtes fraîches toutes faites dans le commerce. Ce sera moins cher s'il les fabrique lui-même à l'aide d'une machine à pâtes. Encore faut-il qu'il en trouve une à un prix abordable. Et le temps presse, il ouvre dans quelques jours. Cet homme de 64 ans n'a pas attendu le boom des fast-foods pour faire fortune. C'est même le pionnier de la restauration rapide à la française. La croissanterie, c'est lui. Jean-Luc Brett est aujourd'hui à la tête d'un empire de 180 points de vente. Bonjour, je suis Monsieur Brett, le président de la société. Je suis ravi de faire votre connaissance. Moi de même. Non, ça se passe bien, vous êtes content. Est-ce que madame, vous êtes content des produits que vous achetez ici? Bon, eh ben, tant mieux, merci beaucoup. Voilà. Tout commence en 1977. À l'époque, les centres commerciaux se développent un peu partout en France. Jean-Luc Brett sent qu'il faut créer des lieux de restauration au sein même de ces centres, pour toucher une autre clientèle que celle des bistrots enfumés. Il y avait déjà de la restauration américaine, McDonald's existait déjà aux États-Unis, il y avait Monsieur Borel qui avait fait des Wimpy à l'époque. On était autour du hamburger, mais autour de produits français. Il n'y avait pas de restauration rapide à la française, c'est nous qui l'avons créé. Son idée de départ est bête comme chou, des croissants fourrés et salés. De la saucisse dans un croissant. Fourré à la saucisse. De la saucisse. Fourré au jambon. Le but, capter la clientèle du midi. Aujourd'hui, Jean-Luc Brett continue à inventer de nouveaux produits. Ça se passe au siège, en région parisienne. Bonjour à toutes et à tous. 2 fois par mois, il reçoit ses proches collaborateurs afin de tester les futures offres. Le deuxième du mois pour un certain nombre de produits. Une dizaine de propositions vont être passées au crible. Nous avons premièrement notre pain actuel. Le pain viennois. D'accord. Ensuite, un autre fournisseur de pain. Voilà. Avec un aspect un petit peu différent, mais un peu plus blanc, moins brioché. D'accord. Il est plus bon, large. allez, on y va, on goûte. Ah, c'est pas bon. Hop. C'est pas bon, pas bon, pas bon. 5 graines et flocons d'avoine, je pense. Pas bon, ça n'a pas de goût, c'est fade. Aucun intérêt, Thierry. Aucun intérêt. Alors, allons-y, parlons foie gras. Place au test du sandwich haut de gamme qui complétera leur carte de Noël. Foie gras, poire, mâche et chips de légumes. S'adapter aux saisons, pour Jean-Luc Brett, c'est une question de survie. Et ce n'est pas sa seule recette. La première fonction, il ne faut pas l'oublier, c'est se nourrir. C'est une fonction essentielle. La deuxième, c'est le goût. Et la troisième chose, il faut que ce soit le prix. Et sur le prix, il faut qu'on soit dans l'univers, notamment pour le déjeuner, du ticket restaurant. Voilà. Et quand vous avez la saveur, le goût, le prix, et le fait que ça nourrit en plus, parce qu'il faut que ça nourrisse le client, eh bien, vous êtes sûr que c'est un succès, le produit est un succès. Une belle réussite, à laquelle rêvent de plus en plus de jeunes entrepreneurs. À tel point qu'une école du fast-food a vu le jour près de Bordeaux, à Blanquefort. Leur illustre professeur... La tomate, l'oignon, la salade, la dorade. Tout le monde est là? Bah, rapprochez-vous alors. Thierry Marx, un chef étoilé. Cette formation, gratuite et unique en France, c'est lui qui l'a créée il y a 3 ans. On va refaire quelque chose de simple. En mettant son savoir-faire au service de la restauration rapide, il veut aider des artisans à proposer des plats de qualité face aux grandes chaînes des fast-foods. On va faire un produit
Un sandwich. Ses élèves, 6 adultes en reconversion professionnelle qui ont le projet d'ouvrir un restaurant rapide. Ils ont 5 mois pour apprendre les fondamentaux grâce à cette formation. Première règle, calculer pour ne pas gaspiller. Vous n'avez que 2 amis dans ce métier. C'est matériel. C'est la balance et la machine à calculer. Si vous ne pesez pas, si vous ne comptez pas, vous ouvrez, 3 mois après, vous êtes mort. À vous de travailler maintenant. Sophie a 42 ans. Cette prof de fitness a eu la chance d'être sélectionnée. Ce qui a séduit le chef, son projet, un food truck, un camion ambulant dans lequel elle compte proposer une cuisine maison. Petit croque-monsieur, et comme je les aime. La moutarde à l'ancienne, les blancs de poulet rôtis, la tomate, du fromage. Là, par-dessus, en fait, je vais remettre du beurre fondu, du gros sel et des herbes de Provence. Et donc, après, à la cuisson, quand on va croquer dedans, en fait, on va avoir encore le gros sel, un petit peu d'herbes de Provence. Voilà, tout simplement. Le verdict de Thierry Marx est mitigé. C'est le petit sel dessus et le petit... Ton pain de mie est bon, ton gruyère, lui, il l'est pas. Tu vas t'acheter un bon emmental. Comme tu vas le grammer, tu peux mettre un peu plus d'argent sur le produit pour que tu aies un produit de qualité et tu n'auras pas ce goût un peu rance de gruyère et de graisse qui n'est pas bon. Il est parfaitement légitime et il est moelleux, tu vois, tu trouves le produit inférieur. Place à la pratique. Les élèves vont faire un test grandeur nature auprès de vrais clients dans un restaurant-école. Les apprentis vont devoir travailler vite, car un client en restauration rapide, ça n'attend pas. Pour bien gérer son temps, il faut être sûr de ne pas s'éparpiller. Certains vont même jusqu'à répéter les gestes avant l'arrivée des clients. Comme ça. Sauce soja. Sauce soja pure. Nous retrouvons Sophie. Son défi du jour, reproduire pour 30 personnes son fondant au chocolat. Un dessert original avec de la courgette. C'est bien raisonnable, toute cette courgette. Une recette qu'elle avait jusque-là réservée à sa famille. C'est bien raisonnable. Son professeur a l'air sceptique. Allez. Je me dis qu'il faut incorporer ça et ça. Ça va le faire. Ça va être sec. J'ai un petit mental de sportif, moi. Ça va marcher. Tu n'as pas le choix. C'est ça, on lâche rien. Tout va bien. Sophie ne peut plus reculer. Ces desserts doivent être servis dans moins d'1 heure. Encore faut-il que son professeur soit rassuré. Ça le va? Ça le fait? Oui, moi ça me choque pas. Et la courgette? Vaut mieux ça que trop cuit. Ben oui. Au goût de la courgette. Cette courgette est fameuse. On sent pas la courgette. Alerte brûlée. Il est presque midi. L'atelier bonjour. Déjà, les clients se bousculent. Sur place ou à emporter, les plats se vendent comme des petits pains. Ça le fait, Nathan, ça le fait. La dernière difficulté pour les stagiaires, ne pas se tromper dans les commandes. Or, Sophie a fait une erreur. Elle a vendu trop de dorades. 2 dorades, un cabillaud. Non, une dorade, ça. Allez. J'ai mal géré en fait. Il nous reste un filet de dorade. Cette dame avait pourtant réservé son poisson par téléphone il y a plus d'1 heure. Les gâteaux au chocolat, il y en a. Heureusement, l'oubli de Sophie est sans gravité pour l'instant. Bon appétit. Mais lorsqu'elle sera en solo, dans son propre camion, à la fois au fourneau et en caisse, elle n'aura plus droit à l'erreur. Le chocolat se raréfie. Guillaume, lui, est déjà trop avancé sur son projet pour se permettre un faux pas. Il a fait le déplacement de Bordeaux jusqu'en région parisienne où il a trouvé l'un des rares fournisseurs de la fameuse machine à pâte fraîche. Bonjour, monsieur Delangue. Bonjour. Guillaume Harry, oui. Ravi, de même. Entrez. Merci beaucoup. Le jeune homme tenait à voir l'objet de ses propres yeux. On va tout de suite sur la machine. Très bien. Je vous la mets tout de suite en marche. Elle trônera sur son comptoir face aux clients comme gage de pâtes de qualité. D'accord.
C'est très simple, hein, c'est une machine dans laquelle vous mettez de la semoule de blé dur, des œufs, de l'eau. La machine fait le mélange une dizaine de minutes et après vous avez votre production instantanée. Très bien. C'est vrai que ça envoie quand on la voit comme ça. Donc vous avez un produit, vous voyez, avec une très belle finesse, très aéré. Quand vous avez 100 grammes de pâte positionnée dans une assiette, on a l'impression de quelque chose de léger, pas quelque chose de lourd. Grâce à cette machine, il va pouvoir se démarquer de ses concurrents qui vendent des pâtes sèches industrielles. Mais elle a un coût, 3 880 €. C'est 2 fois la somme qu'il avait prévue pour cet achat. Là, on est à 3 880 €. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Il faut savoir que la machine professionnelle va vous permettre de sortir 1 kilo de pâte à environ 1 €, 1,20 €. Soit 3 fois moins cher que s'il achetait des pâtes fraîches chez un grossiste. Donc avec cette machine-là, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez avoir. Mais c'est encore trop onéreux pour le budget serré de Guillaume. Alors, est-ce que sur ces 3 880, vous pouvez faire quelque chose? Oui, on peut toujours faire quelque chose. Ce que je vous propose pour vous encourager dans votre projet, de vous faire une petite remise. Avec plaisir. Au niveau du tarif, à 3 298 hors taxe. D'accord. Et nous assurons la livraison et la mise en service du matériel dans votre belle région bordelaise. Eh bien, avec plaisir. Très bien. 25% de réduction. Merci. Affaire conclue. La journée n'est pas finie pour autant. Guillaume profite de son déplacement en région parisienne pour se rendre au parc des expositions de la Porte de Versailles. Aujourd'hui se tient l'un des plus grands événements de la vente à emporter, le Rapide & Resto Show. Merci beaucoup. Merci. L'occasion pour Guillaume de rencontrer des fournisseurs. S'il veut rester dans les prix de ses concurrents, il ne doit pas vendre ses pâtes plus de 4,50 € la portion. C'est pas très grand, mais... Il a calculé que le coût des pâtes, de la sauce et des boîtes en carton ne doit pas dépasser 1,07 €. Il cherche donc un fournisseur qui lui propose des boîtes à bas prix. Alors on n'a pas que ça box, c'est 4 rabats. Ouais. Donc, vous pensez que ça peut descendre à combien? Sans vous engager, mais pour me donner... 13 centimes. Des pâtes fraîches et des contenants pas chers. Ce coût de revient très avantageux devrait lui permettre de se payer dès le premier mois et même de dégager une bonne marge. Elle est 2 fois plus élevée qu'en restauration traditionnelle. Ah voilà, et si vous êtes client, bienvenue. Merci beaucoup. Une marge confortable pour les professionnels, certes, mais qu'en est-il du côté des consommateurs? Cela a-t-il une influence sur la qualité de nos sandwichs? Béatrice de Rénal est nutritionniste. Elle est spécialisée dans la restauration rapide. Nous lui avons proposé un éventail des produits les plus répandus de la vente à emporter. Selon elle, certains des composants ne sont pas ce que l'on croit. Alors, la pizza, vous voyez que c'est pas une vraie pizza, c'est-à-dire que c'est pas une pâte à pain, c'est une pâte mousseline, hein. Et donc ça c'est un pain brioché, hein. Donc c'est un pain qui est sucré et gras. Et en clair, ça veut dire que ça vous tiendra moins qu'un vrai sandwich au pain normal. La nutritionniste émet aussi des doutes sur le fromage. Selon elle, ce n'est pas du vrai fromage, mais une préparation fromagère, dite analogue. Vous voyez que lorsque l'on ouvre, alors c'est difficile à dire. Je pense que cette pizza-là, elle est pas faite avec du vrai fromage, parce que vous voyez, c'est un petit peu cassant et ça ressemble pas à du vrai fromage. Donc ça, c'est la garantie d'avoir un produit qui est gras, qui est sucré et qui n'est pas forcément rassasiant. Pourquoi alors mettre du faux fromage sur une pizza? Parce que le fromage est l'aliment de base qui coûte le plus cher dans la fabrication d'une pizza, près d'un quart du coût total. Pour faire des économies, l'analogue, c'est la solution. Cela coûte environ 15% moins cher que le fromage, puisqu'on le coupe avec de la graisse végétale. Il ne s'agit donc plus de fromage 100% lait, mais d'une préparation alimentaire à base de fromage et de matières grasses végétales. Nous nous sommes rendus dans la banlieue lyonnaise pour rencontrer Rémi Vité. Il est responsable des ventes chez un distributeur qui fournit notamment du fromage pour des enseignes de pizza à emporter. Depuis 2 ans, il revend à ses restaurateurs 60% de fromage analogue. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans.
Il nous montre un échantillon de mozzarella. Alors ici, mozzarella 100%. Donc du vrai fromage. Puis, un échantillon de ce fromage analogue à base de graisse végétale. Et ici, analogue. Visuellement, vous n'avez aucune différence. Vous en avez un sur la pizza, il va beaucoup mieux fondre. Par contre, il a nettement moins de goût. C'est l'analogue. Donc en fait, il est plus pratique à cuisiner, le fromage analogue, aujourd'hui? Alors, il brûle plus facilement, puisque la matière grasse va brûler plus facilement. Mais il suffit simplement de baisser la température du four. Et à ce moment-là, vous avez un fromage qui va s'étaler beaucoup plus uniformément et beaucoup plus facilement sur la pizza. Donc finalement, vous avez besoin de mettre moins d'analogue sur une pizza que ce que vous mettez de mozzarella. C'est beaucoup plus rentable aujourd'hui, le fromage analogue. Exactement. Parce qu'il est moins cher, on en met moins sur la pizza et il donne le même aspect visuel. Voilà. Aucune différence en apparence. Certains vendeurs en profitent. Ils le mettent sur leur pizza en le faisant passer pour du vrai fromage. On dit clairement à nos clients et on leur marque sur les catalogues, on leur dit attention, ce n'est pas du fromage, c'est une préparation végétale. Aujourd'hui, il est interdit de marquer sur une carte de restaurant que vous n'avez pas le droit d'appeler ça fromage en fait, quand c'est une préparation végétale. Voilà. Et donc, vos clients vous suivent là-dessus? Malheureusement, pas tous. Voilà. C'est un constat. Aujourd'hui, vous avez effectivement des clients qui vont jouer le jeu et qui vont effectivement respecter ça, et d'autres qui vont être un peu, disons, un peu moins rigoureux et qui vont se dire, après tout, il y a de la mozzarella dans le produit, donc je vais afficher qu'il y a du fromage dans ma pizza. Selon Rémi Vité, un quart des vendeurs de pizza qui se fournissent chez lui font passer leur fromage analogue pour du vrai fromage. Si la répression des fraudes les contrôle, ils encourent jusqu'à 37 500 € d'amende. Dans nos plats à emporter, un autre produit permet aux restaurateurs de faire des économies, le jambon. En France, plus d'1 milliard de sandwichs au jambon sont vendus chaque année. C'est le produit phare de la restauration rapide. Dans les gares, les supermarchés ou les boulangeries, il va me rester des jambons beurre. On en trouve dans tout type de pain et pour toutes les bourses. De 2,90 € à 4,50 €. Pourtant, c'est un simple jambon beurre. Alors pourquoi une telle gamme de prix? Nous avons demandé à notre nutritionniste d'en comparer deux. Celui de droite nous a coûté 3,65 € et l'autre 2,90 €. Ici, vous avez le sandwich jambon beurre, le sandwich préféré des Français. Il s'agit d'une baguette parisienne, toute simple, avec dedans une vraie tranche de jambon. Donc vous voyez que là, la tranche de jambon, elle est bien épaisse. Et là, apparemment, c'est du jambon de haute qualité. En plus, ça sent vraiment bon le jambon, donc voilà, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est une base de repas qui est très bien. Dedans, vous avez des glucides complexes, des protéines, des lipides. Voilà. Le deuxième jambon beurre, en revanche, c'est à peine s'il est garni. Et alors ça, c'est très fin. C'est du parchemin du jambon. C'est un sandwich homéopathique, en fait. C'est-à-dire que vous avez une moindre densité nutritionnelle. Vous avez moins de protéines et en plus, elle est coupée très fin. Donc là, là-dessus, le modèle économique est vraiment faible. Hein. C'est-à-dire que vous avez très peu de jambon et beaucoup de pain. Et puis gustativement, il n'y a pas photo. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est bien meilleur que ça. Des différences de prix, d'épaisseur, d'aspect et de goût. Que cache ce produit qui plaît tant aux Français? En caméra cachée, nous nous sommes rendus dans une vingtaine d'établissements de vente à emporter à Paris pour acheter un sandwich au jambon. Ça, c'est quoi? En demandant à voir les emballages, voici ce que nous avons découvert. Un restaurateur sur 5 interrogé avoue remplacer le jambon par un autre produit. Ça que vous mettez dans le sandwich? Des tranches d'épaule. Est-ce qu'il est bon celui-là? Ça remplaçait le jambon. Mais c'est là, ça, avec les vanilles, ça passe. Ah oui. D'accord. Avec le sandwich normal? Avec le sandwich normal, ça passe aussi. À chaque fois, le vendeur se justifie en invoquant des coûts de matière trop élevés. Car le jambon peut être jusqu'à 2 fois plus cher que l'épaule. Ça que vous... Je vois que le sandwich c'est combien? 3,80. D'accord. Il y en a les jambons, le fromage, les tomates, les salades et les pâtes. Ça coûte à peu près combien? 12,50 €, 12,80 €. Il y en a un euro différent. Ah ouais. Donc on peut pas mettre... Si tu mets les jambons, les chairs, ça n'est pas sorti. Une pratique illégale répandue que nous avons aussi observée dans d'autres sandwicheries.
Les étiquettes sont trompeuses car elles indiquent qu'il s'agit de jambon alors que c'est de l'épaule. En cas de contrôle de la répression des fraudes, le vendeur encourt ici encore 37 500 € d'amende pour publicité mensongère. Mais quelle est la différence entre le jambon et l'épaule? Voici ce que dit la réglementation. Le produit doit être préparé à partir de viande provenant du membre postérieur du porc, autrement dit la cuisse, alors que l'épaule est préparée à partir de l'antérieur, c'est-à-dire la patte avant. Pour comprendre l'écart de prix entre ces deux produits et connaître les différences de fabrication, nous avons contacté plusieurs industriels français. Oui, bonjour. Mais aucun d'entre eux n'a accepté la présence de notre caméra dans leur atelier de fabrication. Non, ça, je ne pourrais pas vous montrer ça. Très clairement, je ne pourrais pas vous montrer. Je pourrais vous montrer des produits finis, du jambon entier, c'est tout. Notre interlocuteur est plutôt embarrassé. La fabrication industrielle de l'épaule serait-elle peu ragoûtante, très loin de l'image du charcutier artisanal? Tout type de jambon? Le consommateur a toujours cette image-là. D'accord. On pense toujours à son petit boucher de village qui travaille d'une certaine façon. Et aujourd'hui, les choses ont évolué. Et voilà. Impossible d'être reçu dans une usine en France. C'est finalement en Suisse que nous avons pu obtenir une autorisation afin de filmer la fabrication de ces produits. Le directeur de cette entreprise a accepté de nous ouvrir les portes de son usine. Ici, on conçoit à la fois du jambon et de l'épaule. On commence par la qualité supérieure, le jambon, le vrai. Le premier qui est ici est un jambon supérieur où nous voyons très bien la structure musculaire à l'intérieur. C'est des morceaux nobles, ils sont maigres, ils sont fermes, riches en protéines. On passe maintenant à un échelon en dessous, inférieur, avec l'épaule. L'épaule, on voit bien ici une différence sensible avec la cuisse. C'est un petit peu plus nerveux. Il y a aussi plus de différence de couleur. C'est typique du produit qui est fait avec l'épaule. La structure est un petit peu plus humide, on le voit. Il est un peu plus mouillé, entre parenthèses, qu'un jambon supérieur. Si l'épaule est plus humide, c'est parce qu'à la fabrication, de l'eau salée est ajoutée en quantité beaucoup plus importante que pour le jambon supérieur. Dans cette machine, on va saler la viande par injection intramusculaire. Avec des aiguilles, je vais aller dans le muscle et je vais injecter de l'eau salée. Une eau salée qui va augmenter artificiellement le poids de la viande. Entre là et là, on a un apport d'eau salée qui peut varier de 5 à 30%, jusqu'à 40%. Tout dépend de quel produit on parle. Est-ce qu'on est dans la catégorie jambon supérieur, où là il y a très très peu, 5% à peu près, ou une épaule, où on peut effectivement rajouter 30%. Ça veut dire, je rentre avec 1 kg et je ressors avec 1,3 kg. Pour la fabrication de l'épaule, rajouter de l'eau en quantité est autorisé, tout comme le phosphate, un additif qui sert à retenir cette eau. Voilà. L'utilisation du phosphate sert à garder l'eau à l'intérieur du muscle. Plus il y a de phosphate, plus il y a d'eau? Alors j'aurais tendance à dire plus il y a de phosphate, plus on pourrait ajouter d'eau. Mais bon, il y a aussi des limites. Il faut rester dans des productions acceptables. Donc effectivement, il y a quand même des limites. Car à forte dose, les phosphates sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé, comme l'hyperactivité sur les enfants. Ça a des effets négatifs sur la nature, par exemple. Parce que l'histoire des polyphosphates a commencé avec les lessives. Et on a interdit dans les lessives l'adjonction de phosphate parce qu'on a vu que ça provoquait des dégâts importants sur la nature. Maintenant, on peut en déduire que si la nature n'aime pas ça, il est assez probable que l'être humain n'apprécie pas beaucoup non plus. C'est pour ça que la quantité doit impérativement être réduite au minimum. Une fois gorgée d'eau, l'épaule est moulée, puis cuite dans un four. Avec moins de viande et plus d'eau, le produit peut coûter par conséquent jusqu'à 2 fois moins cher qu'un jambon supérieur. Le problème, c'est que le consommateur, quand il achète son sandwich, est loin de se douter qu'on lui vend un produit rempli d'eau.
Ce qu'il ignore aussi, c'est que même le jambon, le vrai, peut réserver des surprises. Car il en existe 3 sortes. Le standard, le choix et le jambon supérieur. Dans le supérieur, il ne peut y avoir de phosphate et les additifs sont limités. En revanche, dans les 2 autres, ce n'est pas le cas. On trouve même du sirop de glucose, c'est-à-dire du sucre. Pour savoir pourquoi on rajoute tous ces composants dans le jambon, nous sommes allés dans cette école qui forme des charcutiers traiteurs. Ici, on apprend à fabriquer un jambon supérieur artisanal. Voilà, regardez. Regardez mon jambon. Joël Mauvignier, élu meilleur ouvrier de France, nous montre les ingrédients qu'il utilise pour le préparer. Poivre, des coups de girofle, des baies de genièvre, le miel de qualité, le sel, le sucre et la décoction avec les petits légumes comme l'ail, le thym, le laurier. Je dirais que c'est les seuls produits qui doivent rentrer dans la fabrication d'un jambon supérieur. En revanche, pour le jambon de qualité inférieure, c'est une toute autre histoire. Il y a toujours un bouillon ou des arômes, mais pas seulement. Acide érythorbique, lactate de potassium, dextrose de blé ou encore sirop de glucose. Et là, on est dans un laboratoire pharmaceutique. Là, vous voyez, où tout se ressemble. Il n'y a que du blanc. Là, vous avez le produit qui maintient la coloration. Là, vous avez le produit qui maintient l'homogénéité des fibres. Et ensuite, certains rajoutent aussi du glucose. Dans le bas de gamme, on rajoute du glucose. Regardez, c'est fait pour cacher un petit peu la misère. Voilà, la viande qui a de l'odeur, qui sent un petit peu, quoi, qui n'est pas de première qualité. Des cache-misères dans le jambon. Est-ce bon pour la santé ? Lorsque l'on compare les résultats des valeurs nutritionnelles d'un jambon bas de gamme et d'un jambon supérieur, les différences sont frappantes. À gauche, le jambon supérieur. À droite, le jambon de moindre qualité. Ce dernier contient plus du double de sucre que dans le jambon supérieur. Quant à leur teneur en sel, ici encore, le jambon bas de gamme est bien plus chargé. Plus on descend en gamme, plus le taux de sucre, mais aussi de sel, est élevé. Des valeurs nutritionnelles très contrastées selon les qualités de jambon. Des jambons qui n'en sont pas. Comment s'y retrouver ? Selon notre nutritionniste, la règle de base pour bien manger, s'informer. Le meilleur conseil pour bien choisir, c'est bien lire la liste des ingrédients et ne pas se satisfaire de juste la photo qui est au-dessus du comptoir. Il faut prendre les petits dépliants qui sont dans les restaurants et regarder parce que tout doit être marqué, avec y compris la proportion. Parce que quand on vous appelle quelque chose jambon de cheddar, la loi impose normalement de mettre le pourcentage de jambon, le pourcentage de cheddar et le pourcentage de tous les ingrédients nobles, c'est-à-dire voilà. Donc si c'est un jambon beurre, normalement vous devez avoir la proportion de beurre, la proportion de jambon. Même quand c'est écrit tout petit ? Ah, même quand c'est écrit tout petit. Ça c'est la loi. Et donc si vous avez des bonnes lunettes, à ce moment-là, vous êtes censé pouvoir bien choisir. Bien souvent, la liste des ingrédients ne figure pas sur les sandwichs. Vous pouvez alors demander l'emballage des produits à votre vendeur, car il est tenu par la loi de le conserver. Les frigos, c'est du jambon cru. Ici, par exemple, c'est du jambon standard, la catégorie de jambon la plus basse. La France est encore le seul pays au monde où l'on vend plus de jambon beurre que de hamburgers, mais ce dernier le talonne de près. La preuve, nous sommes les 2e plus gros consommateurs de burgers en Europe, derrière la Grande-Bretagne. Que nous indique la valeur nutritionnelle d'un hamburger acheté dans l'un de ces milliers de fast-food qui ne cessent de se multiplier en France? Pour le savoir, nous sommes allés dans un laboratoire d'analyse. Nous leur avons soumis l'un de ces fameux hamburgers constitué d'une double ration de fromage et de steak. Résultat, 500 calories pour un burger que l'on avale rarement seul. Au menu, en plus de ce burger, on ajoute souvent une frite, 340 calories, un soda, 170 et un dessert, 350.
Au total, 1360 calories, soit les 2/3 des apports caloriques conseillés pour un adulte par jour. Pour Béatrice de Rênal, la nutritionniste, ce ne sont pas seulement les calories de ces menus qui sont mauvaises pour la santé, mais l'association lipides-glucides. En fait, tout est sucré et tout est gras. De toute façon, si vous mangez souvent dans ce type d'enseigne, le risque c'est le surpoids, l'obésité, le syndrome métabolique, les maladies cardiovasculaires, etc. Il n'y a pas que dans les fast-foods que l'on trouve des aliments trop gras. Béatrice de Rênal remarque qu'il peut y en avoir dans toutes les offres de vente à emporter. C'est une quiche qui est marquée saumon oseille. Et c'est vrai que toutes les quiches aux légumes sont assez souvent choisies par les dames parce qu'il y a des légumes dedans, donc elles se disent bon, ça fait un déjeuner pas mal, c'est sans doute mieux qu'un sandwich, alors qu'en fait c'est 2 fois plus calorique qu'un sandwich parce qu'il y a beaucoup de gras dedans. Il y a du gras dans la pâte et puis dans l'appareil avec des œufs et du fromage, c'est très vain. De temps en temps, il n'y a pas de problème, mais voilà, c'est beaucoup plus gras que ça n'en a l'air. Ensuite, il ne suffit pas de limiter lipides et glucides pour manger sainement. Il est important aussi de consommer des protéines. Du coup, les salades ne constituent pas un repas assez équilibré. Là, les salades sont extrêmement légères, trop inconsistantes. Il y a des carottes râpées, choux blancs, oignons rouges, poulet, sauce thaï, d'accord. Celle-là, elle est quasi végétarienne. Il marque qu'il y a du poulet dedans, mais j'en vois pas un seul morceau. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas y en avoir énormément. Donc une salade comme ça, si vous voulez, par rapport à vos besoins pour un déjeuner, c'est assez faible. Donc il faudrait idéalement avoir un produit de fruits ou de légumes, une source de protéines, que ce soit du poulet, du jambon, n'importe, et puis des glucides complexes, que ce soit des pâtes, du pain ou du riz ou des pommes de terre. Le déjeuner idéal à midi, ce serait quoi alors? Un sandwich. Un sandwich poulet crudité, ou poulet crudité avec un peu de fromage dedans, c'est parfait. Et vous finissez avec une pomme par exemple, ou alors avec un dessert, de la compote ou du coulis de fruits, enfin voilà, c'est ça l'idéal. Le sandwich poulet crudité, plus équilibré qu'un hamburger, une enseigne de restauration rapide l'a bien saisi, Subway. Cette chaîne américaine qui a détrôné McDonald's dans nombre de points de vente dans le monde, en a déjà ouvert 383 en France en 10 ans. Le concept se veut transparent, des sandwichs préparés devant le client, pas chers et sains. Bacon, pepperoni, fromage. Le tout à coup de stratégie de communication sur l'équilibre nutritionnel. Jared Fogle est un Américain de 35 ans. Dans cet extrait du documentaire Super Size Me, il évoque son passé d'obèse. Sans m'en rendre compte, j'ai atteint le poids de 192 kilos. Depuis 2000, il est engagé par Subway pour faire l'apologie de l'enseigne. À l'âge de 18 ans, il avait réussi à perdre 111 kilos en une année, ne se nourrissant que de 2 sandwichs Subway par jour. C'est devenu une star aux États-Unis. Même George W. Bush s'est fait photographier avec lui. Dans un pays où plus d'1 Américain sur 4 est obèse, son histoire a forcément donné un sacré coup de pouce au développement de la marque. En France, Subway communique sur des sandwichs dits équilibrés. L'enseigne est la seule grande chaîne de restauration rapide à avoir obtenu le label Alimentation et équilibre. Grâce à la présence sur leur carte de 8 sandwichs de petite taille, contenant moins de 400 calories et 6 grammes de lipides maximum. Dans ces 8 propositions, de la viande et des légumes, mais pas de fromage ni de mayonnaise notamment. Des sandwichs moins caloriques, nous avons voulu les tester en tant que clients. Nous sommes donc allés dans quelques-unes de leurs enseignes en caméra cachée. Première surprise, les ingrédients conseillés pour ces sandwichs sont listés en minuscules en bas à gauche de la vitrine. Nous demandons donc conseil aux vendeurs pour savoir quels ingrédients choisir précisément. Deuxième surprise, ils ne semblent pas connaître l'existence de ces sandwichs. Des sandwichs diététiques chez Subway. C'est quoi le menu? Avec moins de calories. Vous voyez pas ce que c'est? On n'a pas quelque chose de diététique. D'accord. Je voudrais un sandwich diététique, s'il vous plaît. Ça fait 9 ans qu'ils travaillent à Subway, mais je n'ai jamais entendu ça. Ça fait 9 ans? D'ailleurs, les vendeurs nous proposent de mettre du fromage alors que nous leur demandons un sandwich équilibré. Pourtant, rappelez-vous, il est précisé sur la vitrine qu'aucun des sandwichs approuvés par le programme Alimentation et Équilibre
ne doit contenir de fromage. Fromage à gauche, on fait un petit peu. À chaque fois, il y a du fromage? Ouais. Mais par contre, là, le fromage, quand même, ça fait grossir ou pas? Non, ça c'est là, il n'y a pas de calories. Vous avez 5 minutes le blanc et les légumes, le fromage. Bah ouais, d'accord. Et je mets du fromage dedans. Le fromage, c'est un produit laitier. C'est bien d'en manger, ouais. Ça ne vous fait rien de mauvais, sauf si vous êtes allergique au fromage. Des vendeurs qui ne sont pas au courant des conseils alimentaires de leur enseigne. Nous avons demandé la raison de cette ignorance au siège de Subway France. La responsable marketing, Khedija Ndiaye, a accepté de nous répondre. Donc sur la formation des équipiers, eux, ils sont plutôt formés à aller vite, parce qu'on est du fast-food. Le fait qu'on prépare le sandwich à la demande du client, ça prend déjà beaucoup de temps. Si en plus il faut qu'on leur demande de donner des infos nutrition, à un moment donné, ça devient très compliqué. En tout cas, oui, ça va être un axe de formation à développer. Difficile de concilier rapidité et nutrition, même au sein de l'une des plus grandes chaînes mondiales de la restauration rapide. Ce qui ne l'empêche pas de se développer au pays de la baguette, avec un chiffre d'affaires qui a augmenté de 12% l'an dernier. À Angers, un chef étoilé a choisi de se distinguer du marketing de ces grandes chaînes américaines. Pascal Favredan. Son créneau, un fast-food de produits du terroir, quitte à faire moins de marge. Il y a un an, il a ouvert version française. On y trouve la même offre que dans un fast-food américain, sauf qu'ici, tout est français. Les sodas sont fabriqués dans une usine angevine, le bœuf est issu de l'Anjou et les fromages blancs viennent de la ferme. On assemble des produits savoureux. Mes clients, ils mangent un fromage blanc qui a été produit à 30 km, que j'ai sélectionné. Je pense que c'est ce qu'on vient rechercher aussi à version française, c'est de se dire, tiens, le fromage blanc, il n'est pas fabriqué à Marseille ou à Strasbourg. Chaque jour, près de 200 personnes dégustent ces produits locaux en self-service ou à emporter. La qualité n'est pas la même, c'est pas industriel. C'est plus cher? Un petit peu plus cher, mais ça va encore. Ouais. C'est 8,90 € pour un menu burger. Après, moi, je trouve pas que c'est beaucoup plus cher, en fait, comparé à d'autres restaurants fast-food. Si on mange la même chose, on a à peu près pour le même prix. Puis on voit que le produit n'est pas le même, c'est pas travaillé de la même façon que le McDo. Souvent c'est frit au McDo, tout est frit. Là on voit que c'est moins gras, cuisiné différemment. Des produits du terroir dans un fast-food, un concept qui séduit les Français, certes, mais qui n'est pas si simple à concrétiser côté business. Voilà monsieur, votre origine. Pour Sophie, la gérante du restaurant, suivre les préceptes du chef gastronomique n'est pas de tout repos. Pour moi, de travailler dans la restauration rapide, si je veux vraiment être tranquille, c'est 2 chambres froides négatives, que des produits congelés, pas de perte, on sort que ce qu'il faut en fonction de ce que l'on vend. Ça c'est jackpot. Nous, on travaille des produits frais, donc c'est plus difficile. De bons produits. Pour ce hamburger vendu 5,90 €, entre la viande et le pain, il y en a en tout pour 2,50 €. Ces ingrédients lui coûtent 2 fois plus cher que chez ses concurrents. C'est pourtant un choix entièrement assumé par le chef, qui applique ici la même règle que pour son restaurant gastronomique. J'essaye de fidéliser au maximum sur le goût, parce que c'est ça ma vraie publicité. C'est pas les affiches dans le centre-ville. Donc sur 5,90 €, on a vraiment du produit et on n'a pas forcément de la communication. Alors, que ce soit pour son restaurant gastronomique ou son fast-food, le chef se fournit chez les mêmes producteurs, tous situés sur les bords de la Loire. Pascal se rend ce matin au moulin de Sarré. C'est ici qu'est fabriquée la farine de tous les petits pains de ses hamburgers, mais aussi celle qu'il utilise dans les pâtisseries de son restaurant étoilé. C'est en tout plus de 2 tonnes de farine par an que Pascal commande ici. Ce moulin à eau du XIIe siècle est le plus ancien de la région. Grâce à cette meule de pierre, le grain broyé libère plus de saveur qu'avavec les techniques modernes de la minoterie. Quand on sait que ça fait des siècles que cette roue elle tourne pour produire de la farine, et c'est cette farine qui va se retrouver dans une cuisine du XXIe siècle qui est le burger, parce que le burger c'est vraiment
un produit du siècle nouveau avec quelque chose qui est ancestral. Je trouve ça magique. Depuis 6 ans, Florent Loriou, le meunier, vend sa farine au restaurant gastronomique de Pascal. Grâce à l'ouverture du fast-food, il a multiplié ses commandes par 10 en un an. Demain chez vous. Voilà. Grâce à la farine notamment, eh bien, on a un pain qui est complet, qui est nourrissant, et ça c'est très important aussi de le dire. Quand on a mangé un hamburger chez Version Française, je pense que ça suffit. La farine du Moulin de Sarré, elle coûte peut-être 2 fois plus cher qu'une farine classique. Mais le goût, ça n'a pas de coût. C'est peut-être ce que m'amène le fait d'être restaurant étoilé sur la restauration rapide. C'est que la base de tout, c'est le produit. De l'autre côté de la Loire, Pascal se rend chez son producteur de produits laitiers. Bonjour, ça va? Comme pour le meunier, il passe ici beaucoup plus de commandes depuis qu'il a ouvert son fast-food. Il achète une vingtaine de ces seaux de fromage blanc par semaine, contre un seul pour son restaurant gastronomique. Lorsqu'on fait notre fromage blanc, nous on prend la traite du matin. C'est un lait qui n'est ni pompé, ni repris, ni transporté, donc la protéine du lait n'est pas cassée, n'est pas serrée, n'est pas dispersée, la matière grasse également, donc c'est vraiment le lait qui est tel qui sort du pied de la vache. Pour réaliser une marge confortable, Pascal devrait vendre ses pots de fromage blanc au moins 4 € pièce. Mais il ne les vend qu'un €70, car dans un fast-food, les clients ne sont pas prêts à dépenser plus pour un dessert. Bon, merci beaucoup. À bientôt. Allez, c'est parti. Les contraintes, dans la restauration rapide, le chef étoilé en découvre tous les jours. Chaque mois, il élabore un nouveau burger dans les cuisines de son restaurant gastronomique. La présence de Sophie est indispensable. J'amène tout ce qu'il faut. La gérante de son fast-food sait mieux que lui comment adapter ses envies de chef aux réalités du secteur. Donc, bien sûr, le carpaccio. Aujourd'hui, il teste un nouveau carpaccio de bœuf. Donc on décide combien de tranches on met, comme ça on est tranquille. Ben là j'en ai déjà mis combien? J'en ai déjà mis 6. On en met 7, ça fait 70 grammes. Là si on prend 3, on en met 3. À mon avis 6 ça suffit, mais... Bon, allez. Non, 6, on en met 6. Ce qui est important c'est que si on met 10 grammes de plus sur un burger, 10 grammes plus 10 grammes plus 10 grammes, évidemment, à la fin du mois, on n'est plus dans nos ratios. Parce qu'ils utilisent des produits en moyenne 2 fois plus chers que leurs concurrents, ils se doivent d'être attentifs aux quantités. Quant au goût, le chef doit aussi se limiter. J'ai envie d'aller chercher la pomme qui va apporter un côté fruit, un côté sucré-salé, donc avec le tamier qu'on a mis, un côté acide. Et moi je dis non, il faut des choses simples, des bonnes choses, des bons produits, mais plus simples. Les clients ne sont pas prêts le midi à manger des choses un petit peu trop exotiques. On prend le burger, on le cuit. Allez, c'est parti. Pascal est avant tout un chef gastronomique qui innove sans cesse. Alors il tient quand même à tester son burger à la pomme. Parce que là, tu vois la pomme quand même à la cuisson en tous les cas. Hop. Voilà. Une expérience nouvelle qui éveillera les papilles des clients du fast-food, à condition que Sophie valide le tout. On est juste en cuisson. T'as mis 3 minutes hein? J'ai mis 3 minutes. Allez, on y va quand même parce que... On goûte alors. On goûte, ouais. Verdict. Ça apporte quand même la pomme, hein. Côté acide. Sophie a l'air convaincue. Oui, il m'a bluffé sur la pomme. Maintenant, je n'ai pas dit qu'on allait utiliser la pomme, parce qu'il va falloir trouver quelque chose. Le burger est presque validé. Pas si facile pour un chef gastronomique de se mettre dans la peau d'un patron de fast-food. C'est vraiment la différence entre le chef étoilé et puis le chef du restaurant. On s'oppose toujours sur ce... Enfin, on s'oppose. Et qui c'est qui gagne? Le patron. Non, non c'est moi qui gagne. Souvent. Retour à Bordeaux. C'est le jour de l'ouverture du restaurant de pâtes à emporter de Guillaume. Il est 12h30, aucun client n'a encore franchi le pas de la porte. La saumon peut-être avant. La mère de Guillaume a fait le déplacement de Rouen pour l'aider. Je vais peut-être donner des flyers. Inquiète de voir la salle encore vide, elle part en quête de clients. À cause d'un budget communication très serré,
ces prospectus représentent l'essentiel de la publicité de Guillaume. Je viens d'ouvrir un restaurant de pâtes là, juste à côté là, ça vous intéresse? Les pâtes, il les fait lui-même tout de suite, il les fait bouillir pâtes fraîches, à emporter ou à manger sur place. Donc si vous voulez, c'est au 63 à partir d'aujourd'hui. C'est l'ouverture aujourd'hui. Il n'y a vraiment qu'une merde faire ça. Faire la publicité de Sophie. C'est gentil, merci. Bonjour. Un premier client se présente enfin. Alors, vous choisissez soit le menu duo ou le trio. Vous choisissez le menu que vous voulez. Si vous voulez une grande taille par exemple, avec une boisson, on est là à 7,90. Les menus sont au même prix que chez ses concurrents. Une boisson et un dessert, on est à 8,90. Duo avec sauce forestière. Ouais. Ok. Comme eux, c'est aussi un moyen de réaliser une marge confortable. Dans un menu à 6,90 €, où il n'y a qu'une boisson en plus des pâtes, cela revient à payer son soda 2,40 €. C'est bien plus cher que si le client l'achetait au supermarché. Vous avez pris le duo, donc voilà. Bonne journée. Pour ce premier midi, seulement 25 clients sont venus tenter l'expérience. Dans les prochaines semaines, Guillaume rognera peut-être un peu sur sa marge pour investir dans un budget communication. À bientôt alors. Au revoir. La restauration rapide est en pleine expansion, s'adapte à la mobilité des Français et nous permet de mieux manger. Néanmoins, avec des menus calés sur le prix d'un ticket restaurant, les consommateurs ont tendance à payer trop cher. Surtout leurs desserts et leurs boissons, pourtant présentés bien souvent comme des cadeaux. Pas sûr qu'une bonne blanquette de veau à 12 € dégustée en terrasse dans une brasserie ne vaille pas, de temps en temps, la peine qu'on s'y arrête.